Bon, alors, le cours d'aujourd'hui va être un petit peu spécial, un petit peu disparate, parce que c'est un tournant. Je vais commencer la dernière partie du cours qui sera sur un thème un petit peu différent. Mais tout d'abord, je vais terminer ce que j'avais fait la dernière fois, à savoir parler de la conjecture de Hodge variationnelle. J'avais énoncé quelque chose, je ne l'ai pas démontré et je voudrais revenir dessus parce que c'est même si l'énoncé que j'avais posé et sur lequel je vais revenir avait un caractère conditionnel, c'est la démonstration met en évidence quelque chose qui est la meilleure, disons, la meilleure intuition qu'on puisse avoir pour la conjecture de Hodge, à savoir que tout se passe formellement comme si la conjecture de Hodge était vraie. C'est ce que Bruno Klingler a dit dans son exposé il y a 2 semaines, et je voudrais revenir là-dessus très précisément. Donc ce sera le début de ce cours, là, pour faire qui fera la fin de ce qui a été dit jusqu'ici. Et après, donc ça sera on va dire. Et puis là, c'est vraiment une autre partie du cours qui va commencer, donc la fin. Et la grosse différence, c'est que jusqu'ici, j'ai parlé de structure de Hodge comme d'objets, je dirais, assez formels, au sens où on s'est préoccupé de comment ça marche, on a beaucoup parlé de fonctorialité. Et c'est tout à fait naturel, puisque disons, dans la théorie des motifs, on s'intéresse aux variétés avec les morphismes entre les variétés étant plutôt des classes de cycles. Donc on est dans un esprit justement de chercher une bonne forme de fonctorialité pour classer les variétés. Et la théorie de Hodge, dans ce cadre-là, se présente comme du point de vue de Grothendieck, une des formes de réalisation des motifs. Donc c'est tout à fait naturel d'adopter ce point de vue fonctoriel. Mais ce point de vue fonctoriel est très formel. Et jusqu'ici, on a plus parlé justement de comment ça marche que de vraiment à quoi ça ressemble et comment on peut interpréter géométriquement le contenu d'informations qu'il y a dans une structure de Hodge. Et à partir dans les leçons qui me restent, je vais faire un peu tout le contraire. Je vais vous parler de coniveau. Donc là, on va dire que c'est un peu la partie 3 du cours. Alors, je ne suis pas très forte sur les numérotations, mais en fait, il y a un plan dans ce cours. La partie 1 est énormément portée sur tout ce qu'on apprend sur les structures de Hodge au niveau fonctorialité par la notion de structure de Hodge polarisée. La partie 2 du cours a beaucoup porté sur tout ce qu'on apprend sur la théorie des structures de Hodge par la notion de structure de Hodge mixte, qui nous ajoute encore, qui ajoute encore au niveau des fonctorialités, et ça va encore apparaître ici. Et la partie 3 du cours va être beaucoup plus sur ce qu'on peut dire de qualitatif en théorie de Hodge. Donc c'est coniveau, codimension. Et donc, c'est sur le thème, disons, relation entre structure de Hodge et cycles algébriques. Bon, donc ça, c'est vraiment un thème qui a une très très longue histoire, qui remonte essentiellement au théorème d'Abel, où on constate, et on conjecture aussi, plus généralement, qu'il y a une interaction très forte entre la taille des structures de Hodge d'une variété, la taille au sens, justement, au sens du niveau, et la taille de ces groupes de Choux. Donc ça, c'est ce que je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Donc là, je commence par terminer ça. Et je vous rappelle ce que j'avais énoncé. Je m'étais placé dans cette situation-là. On va prendre x delta sur delta. Delta était un disque, ça peut être un polydisque, mais ce qui était important dans l'affaire, c'est que ça soit surtout quelque chose
on va dire de simplement connexe pour ne pas avoir de monodromie. Et pi est un morphisme analytique, donc ça, a priori c'est juste une variété complexe. Et pi est un morphisme analytique, c'est une application allomorphe, mais projectif. Donc c'est un peu bizarre comme notion, mais en fait c'est la notion d'une famille de variétés projectives paramétrées par le disque. Une famille holomorphe de variétés projectives. Et donc on va demander que ce morphisme analytique lisse. On prend alpha, donc je vais appeler X, ce sera la fibre centrale. Donc ce sont des variétés projectives lisses et on prend une classe de Hodge dans la fibre centrale. Alors, comme je l'ai dit, ça a la même topologie que la fibre centrale. Donc, cette classe, donc on va faire tout en coefficient dans Q. Cette classe alpha vient d'une... Je la relève en une classe... Enfin, je la relève. La cohomologie de l'espace total, c'est la même chose que la cohomologie de la fibre. Donc, je vois ma classe alpha comme une classe sur l'espace total de la famille. Et l'hypothèse, c'est que eh bien, si je prends les restrictions, donc alpha tilde, qui sont les restrictions de ma classe alpha tilde à la fibre xt, est une classe de Hodge. Pour tout t dans le disque. Et la conjecture de Hodge variationnelle eh bien, on peut le formuler comme ça. Donc, si alpha, donc ma classe initiale, est algébrique, donc ce que j'appelle Z, c'est un cycle de codimension K, un cycle algébrique de codimension K, coefficient rationnel. Dans la fibre centrale X, alors, eh bien, la classe alpha T qui reste de Hodge est aussi algébrique. Bon, c'est variationnel parce qu'on suppose que l'hypothèse est vraie en un point, on déforme les choses et on veut savoir si ça reste vrai. Donc c'est ça. Alors, cette conjecture n'est pas connue actuellement. Ce que j'avais indiqué, c'est que ce qui est naturel, c'est une conjecture de théorie des déformations, dans un certain sens. Mais le gros problème, c'est qu'on n'a pas de bonne théorie des déformations des cycles. Alors, ce qu'on pourrait espérer faire, c'est, partant de ce cycle Z, de lui trouver un représentant. Parce que le problème, c'est qu'on sait déformer les sous-variétés, mais les cycles, ce sont des objets, ce sont des combinaisons en coefficients. En mettant un coefficient rationnel, ça c'est pas tellement important, mais un cycle, c'est pas vraiment comme une sous-variété. Et en plus, le cycle Z ici, il n'est déterminé que par sa classe de cohomologie. Donc a priori, il y a des tas de cycles qui vont avoir cette classe de cohomologie. Donc une méthode consisterait à faire de la théorie des déformations pour un bon représentant adéquat de cette classe, en espérant que les obstructions pour ce bon représentant, les obstructions à le déformer soient entièrement contenues dans les obstructions à préserver la classe de Hodge. C'est ce qu'on appelle des représentants semi-réguliers au sens de bloc. Mais comme je l'ai dit, cette approche est très compromise et je dirais, assez peu crédible du fait que la conjecture de Hodge n'est pas satisfaite à coefficient entier. Donc ça veut dire qu'il faut au moins multiplier le cycle par un nombre sur lequel on a assez peu de contrôle, donc ça paraît assez peu... Pardon ? Vous parlez semi-régulier. Oui. C'est quelle référence ? Alors ça s'appelle... c'est un article, vous avez mentionné ce de 1970, je crois, qui s'appelle Semi-Regularity. C'est un très bel article parce que... oui, enfin,
il mélange, il y avait les idées de Grothendieck sur la cohomologie de rame algébrique, il refait l'application classique dans ce contexte, et là il fait de la théorie des déformations, et c'est vraiment Bon, et après il y a eu d'autres articles dans le même esprit par Zivran faisant de la théorie des déformations et de la théorie des variations de structure de Hodge en même temps. Ça s'appelle la semi-regularity and the rame cohomology, je crois. Oui, donc peut-être là, puisque vous posez la question, il y a cette application de semi-régularité de blocs qui envoie le H1. Bon, là, je suppose que mon Z est vraiment une sous-variété. Et en plus, il faut faire attention parce qu'il faut supposer que ce soit localement intersection complète. Ça, c'est encore une source de problème. Enfin, ça, j'avais plus ou moins expliqué que ça contenait les obstructions à déformer le cycle avec la famille. Et on a cette flèche de semi-régularité qui est à valeur dans HK plus 1 de x oméga xk-1. Et ça, encore une fois, par des théories de variation de structure de Hodge, on voit que ça, c'est les obstructions à préserver le caractère le fait que la classe alpha est dans le FK, donc le fait que la classe alpha est de Hodge. Et donc, ça, ce sont les deux espaces qui gouvernent nos deux théories de déformation. Et donc, ce qu'on appelle un représentant semi-régulier, c'est un représentant pour lequel cette application est injective et pour lequel, du coup, si la réponse est positive, parce qu'on peut, lorsqu'on arrive à déformer la classe, préserver la classe de Hodge, eh bien, on arrive aussi à déformer la sous-variété Z dans l'espace total, enfin en famille. Et alors, oui, là peut-être, je vous avais dit rapidement que dans le cas des diviseurs, tout se passe toujours très bien. Dans le cas des diviseurs, l'application de semi-régularité est totalement évidente. Hein, c'est juste. Donc, ici, vous avez donc, votre diviseur. Dans ce cas-là, donc ça c'est Z égale D. Le fibré normal, c'est juste OD de D. Et le HK plus 1 de oméga x k moins 1, dans ce cas-là, c'est H2 de x au x. Dans ce cas-là, la flèche de semi-régularité, c'est juste celle qui intervient dans la suite exacte longue. Vous regardez OX de D, OD de D, OX, et vous trouvez, la suite exacte longue induite, vous donnez cette flèche-là, et donc son noyau, vous voyez très bien ce que c'est H1 de OX de D. Donc c'est formidable parce qu'on voit que la réponse est que dès que le diviseur D est suffisamment ample, par annulation, ce truc-là va être 0. Voilà. Donc c'est encore un autre exemple où la théorie des diviseurs est vraiment différente, c'est le cycle de codimension, vraiment différente de ce qui se passe en codimension supérieure, où trouver des représentants semi-réguliers est extrêmement difficile, voire impossible. Alors donc, l'énoncé sur lequel je voulais revenir aujourd'hui est le suivant. Donc, je mets théorème entre guillemets parce que c'est juste de dire que cette conjecture-là est en fait impliquée par la conjecture de Lefschetz standard, qui a fait son apparition en plusieurs reprises auparavant. Donc la conjecture de Hodge variationnelle est impliquée par la conjecture de Lefschetz standard. Alors c'est moins l'énoncé lui-même qui est intéressant que les ingrédients qui apparaissent dans la démonstration. Et donc c'est de ça dont je veux parler maintenant.
Alors, le point crucial, c'est de revenir sur les hypothèses. Pourquoi j'ai formulé les choses de cette manière? Cette formulation est étrange parce que je regarde des variétés algébriques et je regarde une famille de variétés algébriques paramétrées par un disque. Donc c'est une famille holomorphe de variétés algébriques. Or, tous ceux qui font un peu de géométrie algébrique savent que les variétés algébriques viennent en famille et qu'on a, on a naturellement, quand on déforme une variété algébrique, le cadre naturel pour faire ça, c'est la géométrie algébrique. Donc ce qui est plus naturel a priori, c'est de partir d'une famille comme ceci. Et lorsque je me suis donné cette famille holomorphe de variétés algébriques, en fait, une manière de le dire, c'est qu'on a un disque qui se promène dans une variété algébrique, comme ceci. Alors, typiquement, là, comme le morphisme est projectif, ça veut dire que j'ai un fibrillon droite qui est polarisé, qui est, mettons, très ample sur les fibres, qui me permet de plonger mes fibres dans l'espace projectif. Et de ce fait, je peux prendre, par exemple, pour B, un ouvert dans un schéma de Hilbert. Vous prenez un schéma de Hilbert, donc c'est une déformation de ces variétés X plongées maintenant dans l'espace projectif, et puis vous prenez un ouvert de Zariski qui paramètre les fibres lisses dans la famille universelle pour le schéma de Hilbert. Donc en fait, ma situation, elle est restreinte d'une situation algébrique. Mais le point important, et c'est pour ça que j'ai formulé les choses comme ça, c'est qu'il y a une autre partie de l'hypothèse qui, au départ, n'est pas de nature algébrique, à savoir le fait que la classe alpha reste de Hodge. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que dans cette situation-là, pour définir les lieux de Hodge, le lieu de Hodge de la classe alpha, j'ai besoin de me placer, au moins pour donner des équations, j'ai besoin de me placer localement. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris maintenant un U contenu dans B. Alors donc là, vous pourrez peut-être donner à chaque fois, il y aura le point 0 qui sera mon point de référence. Je prends un ouvert U, donc mettons, ce sera une boule. Alors là, je peux toujours supposer que c'est lisse, ça va intervenir à un moment donné. Donc je prends ici un voisinage analytique de 0 qui est contractile. Donc, par exemple, une boule. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je peux formuler mon hypothèse, à savoir que donc sur U, du fait qu'il n'y a pas de monodromie, j'ai la classe alpha-til dans H de K. Oui, on va supposer contractile. H de K de XU, puisque la topologie de H de K de XU, c'est la même que la topologie de la fibre centrale. J'ai à ce moment-là le lieu de Hodge U alpha, contenu dans U, défini par la condition que la classe alpha T reste de Hodge. Donc, la classe alpha reste de Hodge. Donc U alpha, c'est l'ensemble des T éléments de U, tels que la classe alpha tilde T. Parce que alpha tilde T, c'est aussi ce qu'on appelle la classe obtenue par transport parallèle de la classe alpha à la fibre XT. Alpha tilde T donc, est de Hodge. Et donc j'avais expliqué l'autre fois que ce U alpha est un sous-ensemble analytique. Donc maintenant, mon hypothèse ici, on peut la reformuler en disant que notre disque qui s'envoie ici, c'est une famille de variétés algébriques, un disque holomorphe dans notre famille algébrique de variétés algébriques, eh bien, une reformulation, c'est considérer dire que l'image de notre disque est en fait contenue dans U alpha. Bon, évidemment, quitte à restreindre le delta si je veux. Donc on va appeler peut-être phi cette application. Voilà.
Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai formulé la conjecture initialement comme ça, c'est que l'hypothèse a un caractère analytique tant qu'on ne sait définir les lieux de Hodge que de manière analytique. Ce qui dans une certaine mesure, est le cas, puisque pour donner des équations analytiques explicites, on a besoin de cette classe alpha tilde, ce qui veut dire qu'on a besoin de tuer la monodromie. Et ça ne peut pas se faire de manière algébrique. C'est un fait fondamental de la géométrie algébrique. Que plus vous prenez, lorsque vous voulez vous restreindre à des ouverts de Zariski de plus en plus petits, en fait, le groupe de fondamental est de plus en plus gros et donc vous ne changez pas du tout la monodromie. Donc voilà, c'était le cadre naturel pour formuler l'hypothèse. Et maintenant, en fait, la preuve de ce théorème repose entièrement sur le fait que cette hypothèse qui a l'air analytique au départ, ici, elle va être algébrique du fait d'un théorème fondamental. Je vais le formuler de cette manière. Si c'était un cours sur les lieux de Hodge, je le formulerais de façon un petit peu différente. Donc, qui est dû à Catani, Deligne et Kaplan. Pardon. Et c'est vraiment ce théorème qui nous dit que tout se passe comme si la conjecture de Hodge était vraie. Eh bien, ce que ça nous dit, c'est que ces ouverts, ce lieu de Hodge que j'ai défini localement ici par des équations analytiques, U alpha, est en fait essentiellement algébrique. Théorème, donc il existe un B alpha contenu dans B, donc maintenant qui est un sous-ensemble algébrique fermé, tel que U alpha. Alors on ne va pas dire que U alpha est ouvert dans B alpha, ça c'est un peu faux. On va dire U alpha est ouvert dans une branche analytique de B alpha. Alors, vous voyez, là, on ne peut pas supprimer ça. Vous voyez la différence entre une branche analytique et une branche algébrique. Mon B alpha peut ressembler à ça. Et mon U alpha, ici, comme je suis local, ça peut être un ouvert dans une branche ici, mais globalement, évidemment, vous n'allez pas pouvoir séparer les branches. Alors, typiquement, on rencontre ça dans des situations où, vous voyez, comment on rencontre très naturellement ce genre de situation dans l'étude des lieux de Hodge, c'est lorsqu'on considère, prenons par exemple l'ensemble des surfaces de degré D qui contiennent une droite. Eh bien, lorsque la surface va contenir deux droites, cet ensemble-là va avoir deux branches analytiques. Chacune des branches correspondant au choix d'une droite et me formant une direction. Et globalement, je ne peux pas les séparer sur le plan algébrique. Mais analytiquement, lorsque j'aurai choisi une droite, eh bien, je vais déterminer une branche. Alors, donc maintenant, je vais terminer la démonstration en acceptant, en admettant ce théorème qui est très important, très difficile. La démonstration est très difficile parce que très analytique. Ça utilise l'étude asymptotique des dégénérescences de structure de Hodge, donc les théories de Schmidt. Pourquoi ça? Parce qu'on a un ensemble dont je vous ai montré que la structure analytique locale ne posait pas de problème, mais en général, on travaille dans un cadre, on n'est pas en projectif, on est en quasi-projectif, donc il se pourrait très bien que notre espace analytique ait une espèce de croissance transcendante à l'infini. Et c'est exactement ce que Catani, Deligne et Kaplan excluent, en montrant que l'espace analytique, il s'étend à une compactification projective de B, donc ils ont besoin de voir ce qui se passe à l'infini pour contrôler la croissance et montrer que ça reste analytique à l'infini, donc c'est algébrique après par cercle. Mais c'est très difficile.
Alors, donc, une fois qu'on a ça, comment on termine la démonstration? Bon, là, ça devient beaucoup plus facile. Alors, ça devient beaucoup plus facile parce que maintenant, j'oublie mon x delta, mon disque, les choses holomorphes. Je suis dans le cadre d'une famille. Alors maintenant, on va remplacer B alpha par B' alpha, qui sera une désingularisation. Bon, en particulier, il n'y a plus qu'une seule branche, hein, donc je ne vais plus trop me préoccuper de savoir de distinguer les branches. Et donc, maintenant, ce que je vais appeler... bon, d'abord, j'ai ma famille qui était sur XB, je la restreins à B alpha. Et puis après, là, je prends une désingularisation comme ça. Et là, je fais un changement de base comme ça. Et maintenant, j'ai donc une famille de variétés projectives lisses paramétrées par une variété lisse et quasi-projective. Alors maintenant, mon hypothèse, c'est que la classe, c'est vraiment par définition de mon B' alpha, dans cet effet de désingularisation, en particulier normalisation, donc j'ai choisi aussi une branche. Et bien, mon hypothèse, c'est que la classe alpha, alors évidemment, là, encore une fois, il faut suivre, j'ai toujours mon point initial qui remonte quelque part et je me mets dans la... Donc, l'hypothèse que la classe alpha reste donc, de Hodge par transport parallèle. Oui, alors là, j'aurais peut-être dû dire, il existe B alpha, je vais peut-être dire qu'il est irréductible, sinon je vais dire des bêtises. Il est irréductible comme ensemble algébrique, mais je vais dire comme ensemble analytique, il pouvait avoir des branches. Donc la classe alpha reste de Hodge par transport parallèle, donc partout sur B alpha, pardon, B' alpha. Pourquoi ça? Parce que parce qu'il y a cet ouvert, donc U alpha, comme ceci. Donc je prends un relèvement et ça c'est ouvert. Donc ça veut dire que maintenant ma classe alpha, elle va rester de Hodge sur cet ouvert, qui est un ouvert analytique, mais après vous appliquez le prolongement analytique pour montrer que ça reste de Hodge partout sur B alpha. Voilà. Alors maintenant, il y a une chose que je veux expliquer, parce que c'est un énoncé qui est important en soi. Donc c'est l'M. Donc maintenant, on va prendre en général une famille. Alors on va oublier momentanément ça. On va prendre soit Y sur B, donc une famille de variétés projectives lisses. Alors là, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'hypothèses sur la structure de la famille. Ça peut être holomorphe ou... mettons que ça soit algébrique. Mais donc, et alors maintenant, donc comme c'est une famille de variétés lisses, alors bon, on va faire le B connexe. Maintenant, je prends... alors donc on a la représentation de monodromie en chaque point. Je vais prendre maintenant T, un point très général. Donc ça veut dire que... Bon, dans le cadre de Zariski, ça veut dire que c'est pris dans le complément d'une union dénombrable de Fermi algébriques propres.
Bon, alors donc j'ai la représentation de monodromie de pi1 de B au point T vers haute. Alors je garde le 2K, H de K de YT Q. Et donc l'énoncé, c'est en deux parties. Un, les classes, donc l'ensemble, le Q espace vectoriel HDG 2K de YT Q, c'est l'ensemble des classes de Hodge dans la fibre YT est stable sous l'action de monodromie. Alors là, dans cet énoncé, il est absolument crucial de prendre un point très général. Sinon, c'est simplement complètement fou. Et donc 2. Eh bien, le 2, c'est que l'action de monodromie. Alors, comme il est stable, quand je dis stable, c'est globalement stable. Ça ne veut pas dire que les classes sont invariantes sous l'action de monodromie. Comme il est stable, ça veut dire qu'il y a une action de monodromie induite donc de ρ de pi1 de bt vers haute HDG de k de ytq est fini. Donc se factorise à travers un groupe fini. Alors pourquoi c'est vrai ? Donc, alors pour 1, eh bien, c'est vrai parce que, eh bien, donc dans mon B, bon, j'aurais peut-être pas dû donner le même nom que là-bas, mais c'est pas grave. Donc, dans B, eh bien, on a tous les lieux de Hodge. Donc, pour toute classe alpha, là, j'utilise le fait, bon, ces lieux de Hodge, au début, ils avaient été définis localement, mais finalement, grâce à Katanine de Lin-Kaplan, on a vraiment les lieux de Hodge qui sont des sous-ensembles algébriques fermés. Et on prend alors, il y en a un nombre dénombrable. Donc, je peux l'écrire finalement comme ça. H de K je prends une fibre. D'accord, peut-être pas celle-ci. Enfin, on prend pour chaque classe de cohomologie, on a donc de degré 2K, on a le lieu de Hodge correspondant qui a été défini ici. Alors on prend, alors il y en a un nombre certainement dénombrable, et on prend de deux choses l'une, soit B alpha est égal à B, soit B alpha est un fermé algébrique propre. Alors, donc maintenant, on voit bien que ça devient presque une trivialité ici. Donc, on prend T dans B moins l'union pour l'ensemble des alphas tels que B alpha n'est pas égal à B. Voilà. Donc on supprime tout simplement tous les B alpha qui sont différents de B. Alors, par définition, pour toute classe de Hodge dans la fibre YT, eh bien le lieu de Hodge B alpha, ça doit être B tout entier. Sinon, il y aura une contradiction. Et ça nous dit que la classe alpha reste de Hodge par transport parallèle.
Et une fois que ça reste de Hodge par transport parallèle, bien entendu, ça veut dire que maintenant la monodromie, c'est juste le transport parallèle qui est suivi le long de l'AC. Si la classe reste de Hodge par transport parallèle, quand je retombe sur mes pieds, elle est toujours de Hodge. Voilà. Et donc, ça termine. Voilà. La démonstration pour 2. Donc, il y a 2 raisons importantes pour ça. D'abord, la structure entière de la cohomologie. Bon, jusqu'ici, on l'a négligé parce que dans le contexte de la structure de la conjecture de Hodge, il vaut mieux parler de classe de cohomologie rationnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'on a H de K de YT Z contenu dans H de K de YT Q. Et pareil, j'aurais très bien pu définir, alors bien entendu, il faudrait dire modulo torsion pour être tout à fait rigoureux. Donc ça fait un réseau, ça engendre sur Q. Et pareil, je peux définir les classes de Hodge entières, encore une fois modulo torsion. Donc l'action de monodromie, qui est une action bien sûr sur la cohomologie à coefficient rationnel, en fait, elle passe à travers une action sur la cohomologie à coefficient entier. Et donc ça va être agréable parce qu'ici on a un réseau. Donc il suffit de montrer cet énoncé-là pour l'action de monodromie sur la cohomologie à coefficient entier. Et le second point important, c'est les polarisations. Pourquoi ? Parce que, alors je vous ai expliqué que c'est un peu pénible ces polarisations parce que ce sont pas ce sont des formes d'intersection qui ont de bonnes propriétés de positivité, enfin de compatibilité avec la décomposition de Hodge, mais elles ne sont pas tout à fait naturelles. Pour construire cette polarisation, il fallait donner du mal, on partait d'une forme d'intersection naturelle qui n'avait pas tout à fait les bonnes propriétés d'une polarisation. On prenait la décomposition de Lefschetz et c'était une décomposition orthogonale pour la forme d'intersection naturelle et il fallait changer les signes alternativement sur les morceaux de la décomposition de Lefschetz. Et à la fin, on obtenait ce qu'on appelle une vraie polarisation. C'est compliqué à construire, mais une fois qu'on l'a, ça satisfait des tas de bonnes propriétés. Là, je prends la polarisation relative, j'ai un morphisme projectif, donc ça veut dire que j'ai un fibré ample, relativement ample sur ma famille. Donc c'est ce fibré-là que je vais utiliser pour construire des polarisations. Et comme il est globalement défini, donc je vais noter ça comme ça. Maintenant, je vais mettre L pour indiquer que ça dépend de cette polarisation qui est globalement, de ce fibré ample qui est globalement défini. Et le point important de tout ça, c'est de se rendre compte que la monodromie préserve cette polarisation. Bon, ça préserve parce que ça préserve la décomposition de Lefschetz, etc., etc. Donc, on a ça, et puis par définition de ces polarisations, c'est pour ça qu'on s'est donné du mal. La polarisation, elle est définie positive sur le HKK de YTR. Ça fait partie des actions d'une polarisation, et donc a fortiori sur sa partie rationnelle, sur le H2G2K de YT, mettons qui est contenu là-dedans. Et donc la conclusion, c'est que notre polarisation, donc, agissant là-dessus, en fait, préserve une forme d'intersection qui est définie positive. Alors évidemment, elle est seulement rationnelle, mais vous la multipliez par un multiple, ça devient... Donc
rho agit sur HDG de K de YTZ à travers eh bien, le groupe orthogonal de cette forme d'intersection. Comme ça. Et ça, c'est défini positif. Alors, à vrai dire, je dis ça, normalement, ça peut être moins 1 puissance k, mais enfin, bon, c'est pas très important. En tout cas, c'est défini, et donc ce groupe-là est fini. C'est le groupe orthogonal d'une forme définie sur un réseau. Donc, voilà, bon, je voulais passer du temps là-dessus parce que ce sont des énoncés qui sont finalement encore plus importants que ce qu'on est en train de montrer ici, qui a un caractère un peu spéculatif. Alors maintenant, donc où on en est, on a bien avancé parce que du coup, je vous avais signalé qu'on pouvait quand même rencontrer des problèmes de monodromie, même agissant sur les classes de Hodge. Et effectivement, c'est tout à fait possible. Bon, par exemple, si je prends les surfaces en P3 qui contiennent deux droites, ou les surfaces cubiques, eh bien on sait bien que la monodromie va agir non trivialement sur le groupe des classes de Hodge. Mais ce qu'on a gagné, c'est qu'on sait que la monodromie maintenant agit de façon finie sur la classe alpha. Alors, notre classe alpha, c'est une classe qui reste de Hodge, donc en la poussant par transport parallèle, elle va exister, je vais me placer en un point très général, elle sera de Hodge en ce point. Et donc, ce que je dis, c'est que la monodromie, que cette classe alpha a une orbite finie sous cette action de monodromie. Donc, c'est bon qu'on sait par le lemme. Et donc, on en conclut que ça nous fournit un revêtement étal de B' alpha qui tue cette action de monodromie. Donc maintenant, je remonte comme ça. Voilà, et puis j'aurai encore une fois mon point, le point 0 que je vais toujours pouvoir prendre une pré-image aussi, là, donc on va me donner une origine. Bon. Et ici, j'aurai le point comme ça. Tel que, eh bien, maintenant, la classe alpha dans la cohomologie de la fibre centrale est invariante sous l'axiome de monodromie. Et maintenant, la démonstration est terminée parce qu'on peut appliquer ce qu'on avait fait auparavant. À savoir que on a une classe invariante et donc on a des variétés quasi-projectives là, donc on peut prendre ici même lisse. Donc ici je prends une complétion projective lisse. Donc maintenant j'ai mon X qui est la fibre comme ça. Et le théorème global des cycles invariants de deux lignes, que je vous avais abondamment parlé, va nous dire qu'il existe une classe bêta, du fait que la classe alpha est invariante par monodromie, il existe une classe bêta dans H de K de x seconde alpha bar Q, tel que bêta restreint à ma fibre centrale, x soit égal à alpha.
Et la fin, bon, c'est là que, bon, jusqu'ici, la conjecture de Lefschetz standard n'est pas apparue. Ce qui est important finalement, c'est d'arriver à cet énoncé-là. Je vous avais dit qu'un énoncé alternatif consistait à dire que les classes de Hodge alpha t étaient motivées au sens de André. Ce sont différentes manières d'utiliser cette conclusion-là. Le point crucial dans notre affaire, c'est qu'on a réussi à étendre notre classe de Hodge à une classe qui existe sur l'espace total. Et maintenant, la conjecture de Lefschetz, donc si je reviens à cet énoncé-là, Lefschetz standard, j'avais expliqué à un moment donné que ça entraînait la chose suivante. Eh bien, dans une situation comme ça. Donc on va dire aussi x1 contenu dans x2, avec ici donc deux variétés projectives lisses. Si je me donne alpha 1, qui est une classe de cycle sur x1, et je suppose de plus, donc ça c'est un rappel d'un cours que j'ai fait il y a pas mal de temps maintenant. J'ai une classe de cycle sur x1, et je suppose qu'elle vient d'une classe de cohomologie sur x2. Donc alpha 1 égale j étoile bêta pour un bêta, donc ça c'est avec une classe de Hodge, mais je demande simplement que ma classe soit tirée en arrière d'une classe bêta de cohomologie. Alors, eh bien, donc, il existe une classe, maintenant non plus de simple classe de cohomologie, mais une classe de cycle. Mettons Z, on va dire Z2. Donc cycle sur X2. Tel que eh bien, ma classe alpha 1 soit égale à J étoile de la classe Z2. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai une classe algébrique sur une sous-variété. Elle vient d'une classe de cohomologie sur la grosse variété, sous Lefschetz standard. Eh bien, en fait, elle vient de la classe d'un cycle algébrique sur la grosse variété. Ça vous montre quand même que cette conjecture de Lefschetz standard occupe vraiment un rôle crucial et à part dans l'histoire de l'étude de la conjecture de Hodge. Alors maintenant, c'est très simple, on applique ça à notre situation. Là, je suis exactement en position d'appliquer l'énoncé qui est là-bas, parce que, eh bien, là on fait x1 égale x seconde alpha 0 et x2 égale x seconde alpha bar. Et puis, au départ, j'ai ma classe alpha 1 qui est la classe de mon cycle Z. Et je sais, voilà, je suis exactement dans les positions. Et je sais qu'elle vient d'une classe. On a le bêta qui existe sur l'espace ambiant. Et donc, ce que nous dit le Lefschetz standard, eh bien, c'est qu'il existe un cycle Z, un cycle sur la famille étalée, x seconde alpha bar, tel que eh bien, la classe de Z restreinte à ma fibre centrale, ça soit ma classe originale alpha. Et maintenant, c'est fini parce que la même classe de cycle va servir pour transporter ma classe alpha. Z, si vous prenez Z restreint à x seconde alpha, toutes les fibres voisines, en particulier celles dont j'étais parti, j'ai tout mon petit disque qui est remonté là-dedans. Eh bien, c'est rien d'autre que la classe alpha t, et donc celle-ci est algébrique. Voilà, bon, j'ai voulu passer du temps sur cette démonstration parce que je trouve que les ingrédients font intervenir des énoncés vraiment importants en théorie de Hodge, même si ça reste relativement formel. Voilà, donc bon, ça c'est vraiment la fin, comme j'avais dit, d'une partie, de toute la première partie du cours.
Il est un peu tôt pour faire une pause, donc je vais juste... je crois que finalement... sachant qu'on est tous très fatigués, oui, dans le fond, c'est peut-être le bon moment de faire une pause, parce qu'après, je vais commencer des choses un petit peu différentes.